Azul Fallaouen, Sal khair alaikum. Bonsoir mes amis. Avant de commencer mon émission, je voudrais la dédier à mon gendre, Hamza Hadjoti, assassiné par l'État à la caserne Antar par le général Tartag et consorts. Bon, je reviens à mon sujet. Mensonge et fourberie dans le temple de la vérité. La justice du pouvoir algérien siégeant au tribunal de Cheraga vient de me condamner à 5 ans de prison ferme et 670 millions de dinars d'amende, ya Ibadallah, en faveur de M. Mahidine Takout, célèbre oligarque, pourvoyeur de fonds aux nobléons du cercle des adulateurs. Selon le plaignant, conforté dans son mensonge par le parquet, j'aurais émis en sa faveur un chèque sans provision, d'une valeur de 650 millions de dinars, même si aucune preuve matérielle probante n'a été présentée. Le glaive inquisitif, aveugle et vengeur s'est abattu sur mon cou. Alors que sur une autre plainte, le même Olybrius avance que je lui aurais signé un autre chèque de 1,250 milliard de dinars. Le tribunal de Bir Morad Reis s'est déclaré incompétent. Des sommes qui donneraient le vertige à un officiant dans la Banque mondiale qui jongle avec les zéros. Jamais le plaignant ne s'est présenté devant mes juges pour expliquer à la Cour la contre-valeur marchande de ces sommes, ou le pourquoi du comment je lui ai signé des chèques invraisemblables. Que représentaient ces milliards? Jamais le plaignant ne s'est présenté devant mes juges pour expliquer à la Cour la contre-valeur marchande de ces sommes, ou le pourquoi du comment je lui ai signé des chèques
invraisemblable. Que représentent ces milliards? Que m'a-t-il vendu? Que lui ai-je acheté? Comment de telles transactions entre le particulier que je suis et le chef d'entreprise qu'il est ont-elles échappé au contrôle financier de l'État? Quelle banque? Quelle institution financière s'est chargée des transferts de ces fonds? Ou alors, ce monsieur serait-il à ce point puissant, donc drone au-dessus des lois, pour manipuler de telles masses d'argent dans la Shkara, sans laisser aucune trace? Un peu de sérieux, voyons. Nous sommes dans un tribunal. De telles sournoiseries d'opéra bouffe sont dégradantes. Un peu de sérieux, voyons. Nous sommes dans un tribunal. De telles sournoiseries d'opéra bouffe sont dégradantes pour ces augustes lieux. Avais-je envie de faire remarquer à l'honorable Estrade? L'audace me manqua, ou le respect, malgré tout, que je dois à ceux-là qui me jugent. Je n'ai jamais nié que M. Takouk, nabab du système qui a goupillé une combinazione pour s'emparer d'un bien pour de la bembeloterie de souk, m'a effectivement avancé 150 millions de dinars. Cela n'est un secret pour personne. Je n'ai cessé de l'en remercier, malgré l'usage qu'il a fait de son geste, que je croyais sain car secourable. Le pays entier le sait. Combien même j'aurais voulu le taire, puisque la station de télévision Numidia, dont il est le propriétaire, diffuse à longueur de faisceau un sujet sur la question aux heures d'écoute les plus importantes. Programme où il me traîne dans la boue. Cela, bien entendu, sans que les institutions de régulation, je dis bien les institutions de régulation concernées par l'éthique
et la déontologie n'en pipent mot. L'échec d'une affaire que j'avais montée, qui s'est avérée désastreuse, dans laquelle, en toute bonne foi, j'ai engagé des membres de ma famille, dont ma propre femme et mes amis les meilleurs, est à l'origine d'une hantise qui m'a habité. Je n'avais qu'un objectif: rembourser tous les porteurs de parts à hauteur de leurs plafonds respectifs. À cette préoccupation permanente s'est greffé le procès que m'ont intenté 2 personnes parmi les investisseurs. C'est cela qui a présidé à mon acceptation du prêt qui m'était proposé par l'intermédiaire de mon avocat, Maître Farouk Samteni. Il est de notoriété publique que depuis 1966, j'exploite un immeuble situé rue Hammani, ex-Charas. J'y avais créé un institut de remise en forme de classe internationale. Puis, après l'arrêt de l'activité de la société, j'ai loué les locaux à usage commercial à des particuliers et une importante société publique d'assurance. Je n'ai jamais failli à mes obligations fiscales et me suis de tout temps acquitté des impôts et taxes y afférents. J'ai donc envisagé de vendre l'immeuble afin de rembourser les sommes que devaient les investisseurs, lesquels n'avaient pris aucun risque en tant que tels. J'avais placé toutes mes espérances dans cette vente. Convaincu de la simplicité de l'opération et conscient de mes droits, j'ai programmé le calendrier des débours et pour cela j'ai eu recours à Maître Farouk Samteni, auquel j'ai remis des chèques en blanc et une liste des actionnaires. Il était entendu que toute l'opération allait être suivie par un huissier de justice. Le règlement était simple. J'ai accompli toutes les démarches nécessaires pour faire l'acquisition de l'immeuble. Mais c'était sans compter les calculs de tiers qui surveillaient l'affaire et me surveillaient comme le lait sur le feu. Un blocage de taille surgit. On m'a appris, ô surprise, qu'une transaction
avait été passé en catimini, à mon insu, entre l'État, allez savoir qui et quand, et le propriétaire français, alors que j'en étais l'occupant sous toute la présidence de Houari Boumediene, celle de Chadli Ben Jdid, Mohamed Boudiaf, Ali Kafi, le président Yamin Zarouel et le président Bouteflika, du moins jusqu'à 2015. Il ne faut pas oublier qu'il a pris le pouvoir en 1099, c'est-à-dire 16 ans après. J'ai adressé une correspondance au président de la République. La première d'une longue liste qui restera sans réponse, afin qu'il puisse m'aider à débloquer la situation. Sa réponse, la seule et unique, a été sous la forme d'une invitation par le Premier ministre Abdelmalek Sellal, qui m'a accueilli. Il m'a informé que le président lui avait enjoint de régler cette affaire dans les meilleurs délais. Que s'est-il donc passé pour qu'une machine qui a roulé sans encombre depuis 51 ans se grippe subitement? Je ne connaissais M. Takout que de nom, sans que je ne lui demande quoi que ce soit. Il s'est même proposé, il s'est de lui-même proposé de me faire un prêt de 150 millions de dinars pour m'aider à régler une partie des remboursements. J'accueillis avec joie et soulagement la proposition. J'ignore que cette bienveillance cachée était un piège, puisque alors qu'il m'avait rassuré quant à l'échéance du remboursement, en me demandant si je voulais plus d'argent, j'ignorais que cette bienveillance cachée était un piège, puisqu'alors il m'avait rassuré quant à l'échéance du remboursement en me demandant si je voulais plus d'argent. Brusquement, au moment où je m'y attendais le moins, occupé à démêler l'écheveau politico-administratif dans lequel m'avait fourré le Premier ministre Sellal, Takout me somma de lui rembourser illico presto l'argent avancé. Tout s'éclaircissait. La vente avait été bloquée par le Premier ministre qui n'a jamais eu l'intention de régler ce problème, malgré les injonctions du président de la République, auquel depuis
j'ai adressé une dizaine de lettres qui sont restées sans réponse. Pour les combinards, tant que j'exploitais cet immeuble et que je bénéficiais de l'usufruit, tout allait selon leurs prévisions. Autrement dit, à ma mort, ils allaient s'en emparer sans autre forme de procès. De son côté, j'ignorais que cette bienveillance cachée était un piège, puisqu'alors qu'il m'avait rassuré quant à l'échéance du remboursement, en me demandant si je voulais d'argent. Brusquement, au moment où je m'y attendais le moins, occupé à démêler les chevaux politico-administratifs dans lequel m'avait fourré le Premier ministre Sellel, Tahkouk me somma de lui rembourser illico presto l'argent avancé. Tout s'éclaircissait. La vente avait été bloquée par le Premier ministre qui n'a jamais eu l'intention de régler ce problème malgré les injonctions du président de la République, auquel depuis j'ai adressé une dizaine de lettres qui sont restées sans réponse. Pour les combinards, tant que j'exploitais cet immeuble et que je bénéficiais de l'usufruit, tout allait selon leurs prévisions. Autrement dit, à ma mort, ils allaient s'en emparer sans autre forme de procès. Il était de son côté M. Tahkouk qui avait décidé de prendre l'immeuble par tous les moyens, y compris les plus délictueux. Il était convaincu qu'étant dans l'impossibilité de procéder à l'acquittement dans l'immédiateté, j'allais tout naïvement passer la main pour des clopinettes. Je reconnais avoir remis des chèques à blanc signés à mon avocat Xanteni afin de payer mes créanciers après la vente de l'immeuble. Pourquoi ces chèques réapparaissent-ils après l'assassinat par les services de sécurité de mon gendre Hamza Hadjoti? Qui les a remis à M. Tahkouk? Sinon, l'avocat Xanteni. De quel droit se permet-il de remettre à un tiers des chèques que je lui ai remis en toute confiance, destinés à un autre usage?
Pourquoi cet avocat n'a-t-il jamais été cité à la barre, étant le témoin clé? Pourquoi cet avocat n'a-t-il jamais été cité à la barre, étant le témoin clé dans cette affaire? Pourquoi le plaignant ne s'est-il jamais présenté à la barre pour des sommes aussi considérables que celles qu'il prétend? Pourquoi les plaintes ont-elles été déposées devant des tribunaux différents avant même que la gendarmerie de Bebjdid ne nous apprenne la terrible nouvelle de la mort de mon gendre, assassiné par ceux qui avaient procédé à son arrestation? J'avais rencontré Maître Ksanteni la veille, et plus exactement chez moi. Il me tenait des propos confus, déconcertants, inintelligibles. Je me suis même sérieusement interrogé sur son état de santé mentale. Tu habites bien avec le président Bouteflika, m'avait-il dit. Il m'avait appris qu'il était quotidiennement convoqué par le DRS à la caserne Antar à Hydra afin qu'il s'explique sur sa déclaration concernant son entrevue avec le chef de l'État, au cours de laquelle il lui aurait déclaré qu'il optait pour un 5e mandat. Lorsque je lui ai demandé s'il avait réellement rencontré le président de la République, il me répondit que non. Pourquoi donc as-tu monté tout ce scénario? Qu'est-ce qui motivait la déclaration concernant le 5e mandat? À ma stupéfaction, il me répondit, droit dans ses bottes, que c'était mon gendre Hamza qui lui avait dicté. Ya ibadallah, mon gendre, un fallah, Hamza, un jeune apolitique qui ne lisait du journal que les nata'ij riyadiya ou ahwal nas, dicté à un avocat, ancien bâtonnier, ancien conseiller du président de la République, ancien président de l'Observatoire pour les droits de l'homme, un communiqué politique qui a défrayé la chronique. De qui se moque-t-on? Quelle personne douée de raison, ou même d'un minimum de jugeote, peut admettre, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, ya ibadallah, une absurdité de cette taille? Je suis l'objet d'une combine échafaudée par des personnes dont les objectifs avoués visent à me discréditer. Je suis l'objet d'une combine échafaudée par des personnes dont les objectifs
avoué vise à me discréditer. Une manigance dans laquelle les auteurs ont mêlé un avocat pleutre et sans envergure, un bniwiwi assujetti à un homme d'affaires sans vergogne qui s'appuie sur des piliers du système. En me salissant, ces intrigants de palais veulent souiller mon passé. Ils désirent me faire payer mon courage d'avoir de tout temps refusé de faire partie des leurs. Ils attendent de me voir renier mes principes. Et plus que tout, ils pensent qu'en faisant pression sur moi, je vais me taire et cesser de réclamer justice pour mon gendre, le père de mes petits-enfants. La justice s'y prend à me jeter dans la fosse d'opprobre après avoir laissé les hobereaux du système dépecer et me priver du seul bien que je possédais depuis plus d'un demi-siècle, n'a encore rien entrepris concernant mon gendre. Pourquoi? Y a-t-il une justice impitoyable pour les faibles et une justice clémente et miséricordieuse pour les puissants? Qui peut me répondre? À qui se plaindre quand la politique rentre au prétoire? La justice en sort. Mesdames,